topo de cette session. Donc voilà, je vais demander à Anaïs de venir nous parler cette fois des formes neurologiques. Donc moi je vais vous parler des formes neurologiques de la maladie de Gaucher. Donc je devais être en duo avec Thierry Billette qui s'excuse, est très occupé et m'a un petit peu gentiment donné le flambeau, on va dire. Donc j'ai beaucoup moins d'expérience que lui dans les formes neurologiques puisque c'est lui qui suit, on va dire, une grande majorité des patients français pédiatriques avec un type 3. Mais je vais essayer de faire mon maximum. Donc mes liens d'intérêt, un peu comme tout le monde. Hein. Voilà. Donc pour introduire, ce sont les formes neurologiques de la maladie de Gaucher, c'est des formes rares, à peu près en fonction des séries 6% des patients. La forme de type 2, la plus grave, c'est encore plus rare, c'est à peu près 1% des patients au total, et donc 5% à peu près de formes de type 3. Classiquement, il y avait des sous-types dans le type 3 qui avaient été donnés. Le 3A avec des signes plutôt neurologiques prédominants et moins de signes viscéraux. Le 3B avec plutôt des signes viscéraux et osseux au premier plan et moins de symptômes neurologiques. Et le 3C qui est un peu particulier, c'est le génotype D409H avec les calcifications des valves cardiaques. Il y a bien sûr en fait des formes qui sont quand même un peu intermédiaires, un peu comme dans toutes les maladies lysosomales, je dirais, avec des phénotypes un peu intermédiaires entre des 2 et des 3. Et puis juste un tout petit mot ici, parce que justement Thierry Billette y tient beaucoup, il y a des formes un peu rares fétales qui sont très particulières, qui sont en général diagnostiquées sur un anasarque avec RCU, microcéphalie, hépatosplénomégalie, ictiose, et puis des fréquentes morts fétales in utero. Donc les mécanismes physiopathologiques de l'atteinte neurologique, ce n'est pas des mécanismes qui sont très bien expliqués à l'heure actuelle. Ce qui est dit, c'est qu'effectivement, au niveau neuronal, il y a une accumulation de glucosylcéramide qui se fait essentiellement en périvasculaire et dans la substance grise, et qu'il y aurait un turnover très lent de glucosylcéramide dans ces neurones, et que pour du coup avoir cette accumulation de glucosylcéramide, il faut que l'activité enzymatique résiduelle de la glucocérébrosidase soit extrêmement faible, effectivement. Et donc, par exemple, le cas des mutations, de 2 mutations stop, c'est pas d'activité enzymatique, et en général, c'est des formes qui sont non viables. Le type 2, rapidement, effectivement, c'est une atteinte neurologique qui va être prédominante. C'est du coup des patients qui sont vus en pédiatrie uniquement, puisque c'est des enfants qui vont déclarer dès les premiers mois de vie, en moyenne vers l'âge de 3 à 6 mois, une atteinte neurologique extrêmement sévère avec un strabisme en général fixé et une encéphalopathie qui va évoluer très rapidement défavorablement, avec des enfants qui ont au premier plan des atteintes du tronc cérébral, avec des enfants qui ont des gros troubles de déglutition qui les amènent à avoir une nutrition nocturne et diurne, un syndrome extrapyramidal marqué, et puis après, en plus, un syndrome pyramidal, des enfants qui sont inconfortables et qui peuvent développer également une épilepsie myoclonique, souvent très résistante au traitement. Et malheureusement, ces enfants vont décéder rapidement, en général, avant l'âge de 2 à 3 ans, sans qu'il y ait de traitement qui soit efficace en dehors des traitements symptomatiques. Donc là, gentiment, Jérôme Stinnerman m'a donné les données sur le registre français. Alors, il y avait 72 patients qui étaient enregistrés type 2, mais des patients qui étaient très anciens avec des dates de naissance à partir de 1931. Effectivement, moi, j'en avais que un qui était marqué encore vivant. Il y en a peut-être 2 ou 3 finalement. Et effectivement, c'est des patients qui n'ont pas encore atteint l'âge de 2 ans. Donc, c'est corrélé avec ce que je viens de vous dire. Tous les génotypages n'étaient pas disponibles. Il y en avait 18, dont 5 L444P homozygotes, et les autres étaient en général hétérozygotes L444P ou D409H. L'âge moyen au diagnostic, vous voyez, c'est quelques mois, c'est 0,6 ans. Le type 3, c'est très hétérogène, donc c'est un peu compliqué. Je vous ai mis 2 petits cas cliniques pour vous illustrer que ça peut être très grave ou peut-être moins grave. Le premier patient, c'est un patient égyptien de parents qui sont cousins germains, et donc un 4e enfant d'une fratrie de 4 avec 3 autres enfants qui étaient bien portants. Un petit garçon qui s'est bien développé la première année de vie
Et puis, vous voyez, il tenait debout à l'âge de 12 mois, il ne marchait pas encore. Il avait consulté initialement en pédiatrie générale pour une cassure staturopondérale que vous voyez ici entre l'âge de 9 et 12 mois. Il est passé de la moyenne à pratiquement moins 1,5 DS. Et en fait, à l'occasion de cette consultation, il est découvert un peu fortuitement une hépatosplénomégalie franche avec une anémie et une thrombopénie. Et puis finalement, les parents rapportent quand même qu'il avait peut-être un peu des tremblements parfois et des mouvements oculaires un peu anormaux. Il est confirmé rapidement qu'il a bien une maladie de Gaucher avec une glucocérébrosidase qui est effondrée. Les parents sont hétérozygotes tous les deux. Et puis, à 22 mois, quand il est vu dans le centre de référence, c'est un enfant qui se déplace, qui se met assis, qui comprend bien. Il a quand même une ataxie du tronc et une petite hypotonie axiale, déjà une ophtalmoplégie et un syndrome pyramidal. Et c'est un enfant qui commence déjà à avoir des petites myoclonies. Il est mis au traitement enzymatique par hemiglucérase. Alors une posologie qui est entre 2, 100 unités kilo 15 jours, donc un peu plus haut que 60 unités. Et puis en fait, rapidement, il va développer 2 à 3 mois après une épilepsie myoclonique très importante avec des troubles de déglutition sévères, avec à l'imagerie des anomalies du tronc cérébral et de la fosse postérieure. Malheureusement, cet enfant va évoluer défavorablement. Vous voyez que 6 mois après le début de l'enzymothérapie substitutive, il n'a pas rattrapé au niveau staturopondéral. C'est un enfant qui continue à pas bien manger. Les parents ne veulent pas de sonde nasogastrique. Il a par contre plus d'hépatosplénomégalie. Il est moins fatigué, mais sur le plan neurologique, il régresse. Un enfant qui ne tient plus debout et puis progressivement qui ne va plus tenir assis. Et 1 an post-traitement, à l'âge de 3 ans, il continue à se dégrader avec une épilepsie au premier plan, un syndrome pyramidal et extrapyramidal extrêmement marqué. Puis finalement, du coup, l'enzymothérapie est plutôt diminuée, vu, on va dire, l'inefficacité, en tout cas neurologique. Et cet enfant va décéder à l'âge de 3 ans et 3 mois dans un contexte de dégradation respiratoire sur son fond, maintenant grabataire, avec un enfant en très mauvais état général et neurologique. Une histoire plus gaie, ça c'est un deuxième patient, un patient lillois de parents consanguins d'origine algérienne, avec une découverte aussi fortuite, comme c'est souvent le cas d'une hépatosplénomégalie. Et à l'arrivée en France à l'âge de 20 mois, cet enfant avait donc effectivement en plus une anémie assez marquée, une thrombopénie, pas de signe neurologique par contre, et une croissance staturopondérale qui était sur moins 1 DS. Il avait une hépatomégalie à l'échographie. Il a eu, lui, un myélogramme qui révélait des cellules de Gaucher, une confirmation donc du diagnostic de maladie de Gaucher avec un génotypage L444P homozygote et un début de traitement précoce à l'âge de 2 ans par cérésime toutes les 2 semaines à 120 unités kilo 15 jours. À 5 ans, comme il n'a fait aucune réaction allergique et qu'il va très bien, il est mis en HAD, ça se passe bien. Et puis il évolue favorablement, il a maintenant 10 ans, donc on a 8 ans de recul. Un enfant qui a une scolarité strictement normale, qui est un bon élève, qui pratique du sport. Il a une courbe staturopondérale tout à fait correcte, entre plus 1 et plus 2 DS. Il a normalisé très rapidement son hémogramme. Neurologiquement, il n'a aucune atteinte, y compris oculaire. Il a par contre une petite hépatomégalie avec la particularité d'avoir une lésion calcifiée au niveau du foie droit qui reste stable et qui serait compatible avec une séquelle d'infarctus. Au niveau osseux, il n'a rien du tout, une ostéodensitométrie normale, il n'a pas fait de crise douloureuse, les IRM sont parfaites. Et donc, il continue son traitement sans aucune réaction allergique. Donc, c'était pour vous donner 2 exemples, vous voyez, très différents de type 3. Et puis, il y a bien sûr des adultes qui sont suivis. Donc, c'est compliqué, effectivement, la sévérité et l'évolution parce que c'est très variable. On voit qu'en moyenne, les premiers signes cliniques sont précoces, avec un âge médian à 1,2 ans, des signes au premier plan, effectivement, viscéraux et hématologiques, et un âge médian des symptômes neurologiques qui est autour de 2 ans et demi. Il est quand même à noter que dans le type 3, il y a quand même la moitié des patients qui vont avoir des signes neurologiques avant l'âge de 2 ans, donc c'est quand même assez précoce. En général, les premiers symptômes sont effectivement l'atteinte oculaire, qui est l'ophtalmoplégie horizontale, avec d'abord l'anomalie des saccades en général horizontales. Et ce symptôme, c'est vrai, peut rester isolé au niveau neurologique pendant des années. Donc ça, c'était juste une petite diapo sur le génotypage. Comme on l'a déjà dit, effectivement, la grande majorité des patients, proche de 80% des patients, ont un génotypage L444P homozygote. Après, ce sont plutôt des hétérozygotes L444P ou quelques homozygotes, vous voyez 9% D409H.
Les signes neurologiques, donc effectivement, sont variables. Il y a en moyenne entre 15 et 20% des patients qui ont une épilepsie. Le syndrome pyramidal et extrapyramidal est relativement fréquent, entre 20 et 25% des patients. Les atteintes des paires crâniennes, en particulier les troubles de déglutition, sont aussi relativement fréquents, vous voyez, autour de 25%. Et effectivement, le symptôme majoritaire, on va dire, c'est au niveau de l'oculomotricité, avec entre 35 et 70% des patients qui peuvent avoir soit un strabisme, soit une anomalie des saccades, soit une ophtalmoplégie horizontale complète. Les signes viscéraux au diagnostic, finalement, ressemblent aux signes viscéraux des types 1. Il y a à peu près 10% des patients donc, pédiatriques qui ont une atteinte osseuse, un retard de croissance fréquent, autour de 50% des patients, 100% de splénomégalie, et puis l'anémie et la thrombopénie fréquentes également. Donc les données du registre français, on en a déjà parlé pour le type 3. Il y a 32 patients enregistrés, 10 patients qui étaient décédés avec un âge moyen de ces patients au diagnostic à 3,6 ans, alors que l'âge moyen au diagnostic, si on prend tous les patients avec les vivants, est un peu plus tardif, 5,5 ans. Donc on a l'impression que l'âge de début fait peut-être quand même partie de la gravité de la maladie. L'âge actuel des patients vivants est de 20,9 ans, avec 10 cas familiaux. Et donc, il y avait, comme je vous l'ai dit, une hétérogénéité sur le plan génotypage, mais quand même effectivement une prédominance de L444P homozygote, avec actuellement 14 patients qui sont traités par imiglucérase, 2 sous miglusta, 1 sous Vela, et puis les autres, ce n'était pas renseigné. Le suivi de la maladie dans le type 3, donc on va dire que c'est le même que le type 1 pour tout ce qui est osseux et viscéral, mais il faut rajouter effectivement des tests neuropsychologiques, l'IRM cérébral avec la spectro, et effectivement l'électroencéphalogramme pour l'épilepsie, les PEA, et puis très important l'examen ophtalmologique avec un examen à faire par un ophtalmo et ce qui est très important, l'examen des mouvements oculaires, parce que effectivement parfois cliniquement c'est très difficile, même quand on est habitué. Par exemple, les saccades oculaires en horizontal ou en vertical sont difficiles à mettre en évidence, et donc effectivement il faut faire réaliser ça par électrooculographie. Donc l'intérêt des échelles et des paramètres standardisés paraissent importants effectivement pour le suivi de ces patients, et aussi des scores neurologiques. Ça permet de mieux évaluer les patients, et puis ça pourrait permettre de les classer éventuellement pour des futurs essais cliniques. Donc je vous ai juste mis 2 scores qui peuvent être intéressants, même s'ils ne sont pas forcément très récents. Celui-là que vous connaissez probablement, qui date de 2011, le Modified Severity Score Tool. Donc c'est 11 domaines qui sont cliniques d'atteinte neurologique, qui permettent un peu d'évaluer dans le temps, dans le suivi, la gravité de la maladie, avec un score qui a été révisé en mettant effectivement plus d'importance à l'épilepsie, à l'âge de début de l'épilepsie et à l'atteinte pyramidale, et finalement diminuer la gravité de l'atteinte oculomotrice, qui, même si elle est très gênante, peut rester isolée et n'est pas forcément la plus grave, on va dire. Globalement, sur les 39 patients qui avaient été utilisés pour faire ce score en Pologne, États-Unis et Allemagne, il y avait dans le temps une aggravation de ce score au cours du suivi, avec quand même une variabilité toujours en fonction de l'âge de début, du génotype et de la cohorte. Mais c'était une bonne échelle pour évaluer la progression de la maladie en termes neurologiques. Et plus récemment, effectivement, un article sur justement comment évaluer de façon standardisée les anomalies oculomotrices dans le suivi, avec l'importance d'avoir des choses standardisées, donc les études des saccades par vidéo-oculographie, et ça avait pu montrer que cette étude ophtalmologique était corrélée avec le score de sévérité neurologique, donc étaient des bons marqueurs pour le suivi de ces patients. Qu'en est-il du traitement pour ces formes de type 3 ? Le traitement actuellement recommandé, c'est donc l'imiglucérase à la dose de 60 unités kilo 15 jours. Peut-être une meilleure réponse dans certaines séries pour les enfants qui seraient traités plus tôt. La réponse au traitement, elle reste variable. Alors, je vais en reparler après, c'est au niveau neurologique. Ça dépendrait effectivement de l'âge de début du traitement et de l'âge de début du symptôme, avec peut-être le génotype L444P où les patients seraient meilleurs répondeurs. Les signes neurologiques, effectivement, qui sont péjoratifs, c'est l'épilepsie myoclonique avec pas de réponse au traitement, malheureusement.
Et donc, en fonction des séries, c'est vrai qu'on voit que l'efficacité du traitement en termes neurologiques est assez discutée et controversée. Donc, c'est un peu compliqué. Effectivement, comme ça ne passe pas la barrière hématoméningée, ça peut être explicable, effectivement, que ce traitement ne soit pas suffisamment efficace. Les complications et les évolutions sous traitement par rapport au type 1. Donc effectivement, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est que c'est des patients qui répondent très bien au niveau viscéral et osseux au traitement enzymatique substitutif, mais c'est le problème de l'évolution des signes neurologiques avec effectivement des séries qui sont hétérogènes et des réponses qui sont, on va dire, variables. Sur une série de 7 patients, donc c'est pas beaucoup, mais qui étaient homogènes en termes de mise sous traitement avant l'âge de 2 ans, chez des enfants qui n'avaient pas de signes neurologiques au diagnostic, qui étaient tous homozygotes L444P et qui avaient un suivi moyen de 7 ans. Vous voyez qu'il y en avait 5 dans l'évolution sur 7 qui développaient une syphose thoracique, 4 les lymphadénopathies axillaires et aussi mésentériques, et 6 sur 7 qui avaient l'apparition de signes neurologiques sous traitement, 2 au niveau de l'oculomotricité, 3 avec un retard mental modéré et 1 qui développait une épilepsie. Donc les complications sous traitement, les lymphadénopathie, il y a quand même 18 cas rapportés dans le type 3, dans la littérature, qui ont développé effectivement ces adénopathies sous traitement. Le plus souvent, c'était des adénopathies abdominales. Et effectivement, quand on les a biopsiées, il y avait une accumulation de cellules de Gaucher, ce n'était pas des cancers. Et l'évolution, a priori, est stable dans le temps, sauf un patient qui s'est aggravé en termes neurologiques et pulmonaires et qui est décédé après 11 ans de traitement. Les morts subites, on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, et dans le type 1 et dans le type 3. Là, c'était une série égyptienne où, effectivement, on voyait que sur 78 patients égyptiens, qui étaient majoritairement des L444P homozygotes, traités par enzymothérapie, 12 patients avaient des morts subites dites inexpliquées en âge pédiatrique, en moyenne à l'âge de 6,7 ans. Et finalement, parmi ces 12 patients, il n'y en avait que 5 sur 12 où c'était lié à l'épilepsie. Donc il y en avait quand même 7 sur 12, plus de la moitié, où c'était non relié à l'épilepsie et non lié à la gravité de la maladie. Il n'y avait pas vraiment d'explication. Après, effectivement, ce qui était dit, c'était qu'il y avait des types 3 qui étaient peut-être plus sévères dans certains pays, Égypte, Japon, Chine, plus sévères qu'en Europe, avec une fréquence plus élevée de signes neurologiques, en particulier d'épilepsie, des déficits cognitifs plus marqués et même des troubles du comportement. Donc peut-être une histoire de gènes modificateurs ou de polymorphisme. Ça, j'en ai déjà parlé, c'était l'évolution neurologique sous traitement. Ce qui ressort effectivement, c'est qu'il y a quelques petites séries où il est marqué qu'il y avait des troubles du spectre autistique qui ont l'air de se développer effectivement également sous traitement. Les autres traitements qui ont été essayés en dehors de l'enzymothérapie, bon, le miglustat, je ne vais pas trop revenir dessus. A priori, même si ça passe la barrière hématoméningée, ça n'a pas montré d'efficacité neurologique claire dans le type 3. Les liglustat, à ma connaissance, n'a pas été essayé encore dans le type 3. Ça passe la barrière hématoméningée, mais ça aurait une faible pénétration dans le système nerveux central, donc peut-être pas la meilleure molécule. Et puis l'ambroxol, il y a une étude récente en 2016 qui est sortie. Donc c'est une molécule intéressante, c'est un expectorant qui est utilisé comme une chaperonne pharmacologique en plus de l'enzymothérapie. Et sur un essai pilote sur 5 patients à haute dose avec enzymothérapie, c'était un médicament qui semblait bien toléré, qui permettait d'augmenter l'activité glucocérébrosidase dans les lymphocytes, de diminuer le glycosylsphingosine et puis d'améliorer cliniquement les patients, en tout cas en termes de tremblement, d'épilepsie et de myoclonie, et peut-être chez 2 sur 5 sur l'atteinte motrice. Donc ça nécessite effectivement qu'il y ait d'autres essais pour voir si on confirme peut-être cette efficacité. Donc, dans les autres perspectives de traitement, je reviens sur l'enzymothérapie, effectivement des doses qui sont mises parfois, qui étaient mises parfois à des doses plus élevées que celles recommandées, à 120 unités kilo, donc des doses doublées. Ça n'a pas montré d'intérêt de doubler les doses dans le type 3, donc il faut donner la même dose que pour les types 1. Et puis, effectivement, le problème de ces complications laisse supposer qu'il faut chercher d'autres traitements qui passent la barrière hématoméningée, donc d'autres inhibiteurs de substrat ou d'autres chaperones.
Donc il y a deux traitements qui sont à l'essai. Un par voie orale, alors c'est à l'essai chez la souris, hein, mais donc un nouvel inhibiteur de glucosylcéramide synthase, mais qui paraît intéressant chez un modèle murin, qui a permis de montrer qu'il y avait une diminution des glycosylsphingosides dans le foie et également dans le cerveau, avec une diminution de la gliose chez les souris et une amélioration clinique avec une diminution de l'ataxie, une augmentation de la durée de vie. Et puis, un autre article que j'ai trouvé intéressant où c'était le miglustat qui était associé à du coenzyme Q10. Alors là, c'est carrément dans des fibroblastes, hein, c'est même pas un modèle animal. Et effectivement, c'était identifié que les fibroblastes des patients de type 3, donc c'était des L444P homozygotes, avaient une dysfonction mitochondriale qui était secondaire, liée à l'accumulation du glucoside céramide. Et le fait de leur donner du coenzyme Q10 avec du miglustat, ça permettait de restaurer partiellement l'activité enzymatique. Et effectivement, comme ça passe la barrière hémato-méningée, ça peut paraître une bonne option future. Voilà, en conclusion, donc la maladie de Gaucher type 3, c'est rare, c'est grave. Le diagnostic, il se fait souvent à l'âge pédiatrique, avec, vous avez vu, le génotype de loin le plus fréquent, L444P homozygote. Bon, j'ai quand même eu l'impression que les formes les plus graves étaient les plus précoces, mais à revoir. Le traitement actuellement recommandé, c'est donc l'enzymothérapie par cérézyme à 60 unités kilo 15 jours. Il n'y a pas d'argument pour augmenter les doses dans les formes neurologiques. Il paraît important de traiter le plus précocement possible, déjà parce que ça a un intérêt sur les signes viscéraux et osseux, et parce que dans un certain nombre de cas, on va dire, ça permet de stabiliser l'atteinte neurologique. L'épilepsie myoclonique ne répond pas à l'enzymothérapie. Effectivement, l'évolution reste imprévisible avec quand même une qualité de vie, vous voyez, qui est pas forcément très bonne parce qu'il y a un risque de complications et de décès précoce. Et donc, il faut trouver d'autres traitements qui passent la barrière hémato-méningée. Je vous remercie.